Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur cette émission consacrée à un sujet d'une importance capitale pour la construction d'une société juste et équitable. Nous voulons notamment parler des droits des femmes et des filles. Malgré les nombreux progrès effectués, les femmes continuent toujours d'être confrontées à des difficultés en matière de participation politique, l'accès à l'éducation et aussi les droits à la santé sexuelle et reproductive. Aujourd'hui, nous avons le privilège d'accueillir Noumo Kwesou Deogracias, présidente de YID, entendez par YID, Youth Initiative for Development. Elle est ici sur cette émission pour nous aider à aborder différentes thématiques telles que droit à la santé sexuelle et reproductive, l'autonomisation des femmes par l'éducation et leur participation à la vie politique. Alors, cette émission promet donc d'être très enrichissante et sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet. Bonjour, chers invités. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci de vous présenter à nos téléspectateurs et téléspectatrices. Merci, monsieur le journaliste. D'abord, j'aimerais vous remercier de m'avoir invité sur ce plateau. Je suis Deogracias Noumo Kwesou, présidente de l'ONG Youth Initiative for Development. Je suis militante féministe et spécialiste des questions en matière de santé sexuelle et reproductive. Alors, aujourd'hui, nous sommes là sur cette émission pour aborder, comme je l'ai dit tout à l'heure, différentes thématiques, notamment les droits à la santé sexuelle et reproductive, l'autonomisation des femmes par l'éducation et pour finir, la participation politique des femmes. Alors, quels sont selon vous les obstacles à l'accès aux services de santé reproductive pour les femmes et les filles? Merci, monsieur le journaliste, pour la question. En ce qui concerne les obstacles liés aux services de santé, je dirais d'abord qu'il y a des obstacles liés à l'information. On est dans une société où l'information liée à la santé sexuelle, notamment chez les enfants, les jeunes et les femmes, est encore difficile d'accès. On a l'impression que dans nos communautés, lorsqu'on veut parler de la santé sexuelle et reproductive des jeunes et surtout des femmes, on donne accès à un lieu où il y a de la débauche, il y a directement la cassure, voilà, du concept préétabli de la société, alors que ce n'est pas le cas. Quand on a l'information, lorsqu'on a accès à l'information, à la vraie information, le jeune, la femme et même l'homme sait comment se tenir, sait comment les paramètres nécessaires pour pouvoir d'abord espacer les naissances, pour le jeune, vivre une santé sexuelle responsable et pour la femme, comment elle peut s'approprier son corps et rester, avoir conscience, voilà, avoir conscience que son corps lui appartient. Voilà. Donc d'abord, en termes d'obstacles, c'est d'abord ça, l'accès à l'information. Et maintenant, lorsqu'on rentre dans le cadre des services, on a des obstacles qui concernent l'accès. On a des obstacles qui concernent l'accès à la vraie information parce que les agents de santé ne sont pas forcément impliqués. Ils sont formés, mais ils ne sont pas forcément impliqués. Comme je le disais tantôt, c'est des poids sociétaux qui viennent à ce niveau-là. Donc, c'est d'abord ça qui limite au niveau du service de santé. On peut parler, par exemple, des violences gynécologiques, par exemple, qui se passent dans nos services, qui sont connues. Ce sont des problématiques connues, mais qui ne sont pas relevées, qui ne sont pas prises en compte forcément. Voilà. Alors, comment pensez-vous que les politiques gouvernementales influencent ces différents services-là? Au Bénin, on peut dire que les politiques gouvernementales ont déjà fait un grand pas, notamment avec la loi concernant la santé sexuelle et reproductive. Là, je veux parler là de la loi 2021-12 du 20 décembre 2021, si je ne me trompe pas. Donc, il y a déjà une grande avancée en matière de santé sexuelle et reproductive. Donc, le gouvernement et les politiques gouvernementales font quand même d'énormes efforts pour pouvoir renforcer, permettre l'accès aux femmes et aux filles en ce qui concerne la santé sexuelle et reproductive. Mais étonnant, c'est maintenant la mise en application de ces différentes politiques-là qui posent encore problème. Comme on le dirait, les normes sociétales ont la peau dure. Donc, il y a ces arsenals juridiques qui sont là, mais qui ne sont pas encore mises en application. Alors, c'est vrai aujourd'hui qu'au Bénin, par exemple, il y a plusieurs femmes qui
sont à des postes hautement politiques dans notre pays, mais le constat reste aussi le fait que malgré toutes ces femmes-là, malgré ces quelques femmes que nous observons aujourd'hui dans l'arène politique, il y en a plusieurs qui sont encore ou qui traînent les pas. On dit au Bénin, par exemple, les femmes sont plus nombreuses que les hommes. Malgré cela, dans l'arène politique, il y a très peu de femmes. Quels sont, à votre avis, les différents obstacles qui freinent encore l'élan des femmes dans la politique au Bénin? Merci, monsieur le journaliste. Comme vous l'avez dit tantôt, il y a plus de femmes que d'hommes, en tout cas au Bénin, et même en termes de statistiques mondiales, au Bénin, nous sommes 52% de la population. Donc, on arrive à se poser la question de savoir pourquoi il y a encore très peu de femmes dans l'arène politique. Je dirais de mon analyse et de mon point de vue que c'est d'abord sociétal, c'est d'abord une mentalité, une question de normes sociétales. Parce que longtemps, on a entretenu la vision selon laquelle une femme ne peut pas diriger. Une femme ne peut pas accéder à certains postes, ne peut pas avoir un certain pouvoir de décision dans la société, dans la communauté. Et c'est ce qui se transmet maintenant, qui transparaît dans l'arène politique. Ce qui fait qu'il y a très peu de femmes qui s'investissent. Pour celles qui sont en politique et qui témoignent, on dit tu iras en politique ou bien tu iras à des réunions, tu vas laisser le foyer à qui, tu vas laisser la famille à qui. Donc ce sont des discours qui limitent énormément la femme, qui a envie quand même, qui a un certain leadership en elle, qui a quand même une certaine vision pour la société, mais qui ne peut pas se retrouver dans cette arène-là parce que déjà en termes de psychologie, la société l'a déjà embrigadée de telle sorte qu'elle est née pour se marier. Si elle reçoit une éducation, tant mieux. Si elle n'en reçoit pas, ce n'est pas grave. Elle est là pour se marier, pour s'occuper de ses enfants et de son mari. Donc, sortir de ce cadre-là et se retrouver dans l'arène politique où elle est en griffe le chef, c'est difficile pour la société, voire même dans l'arène politique, de voir qu'une femme dirige. Donc, c'est vraiment ça qui embrigade la femme, si je peux le dire ainsi. Aujourd'hui, on a 29 femmes. Il y a des politiques qui ont été mises en place pour avoir un certain nombre de femmes, un certain quota dans la politique, notamment à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, on a ces 29 femmes et en termes de représentativité, on peut saluer les actions gouvernementales, on peut dire bravo, mais en termes de représentativité, en termes de... qu'est-ce que nous disons? Quelles sont les lois que nous proposons? Quelles sont les solutions que nous apportons aux mots? Parce qu'on est 52% de la population, donc la plupart des lois qui sont proposées touchent directement la femme. Donc, ce sont des femmes qui peuvent réfléchir, qui peuvent être là et dire ce que nous proposons pour que la femme aille mieux. Et si la femme va mieux, c'est que la société va mieux. Mais on voit que généralement, elles sont muselées parce que les processus même qui ont... On peut dire ainsi, qui ont amené à ce qu'elles soient là, ne sont pas peut-être des processus, c'est toujours les hommes qui ont toujours décidé pour elles. Donc, quand elles se retrouvent là, elles n'ont pas la capacité de pouvoir parler, de dire le fond de leurs pensées. Ce qui limite aussi les femmes dans cette démarche de se retrouver dans l'arène politique, je dirais que c'est le manque de formation. D'abord, on se retrouve en politique, il faut quand même avoir un certain background élevé, même si ce n'est pas le cas, avoir l'ambition de quand même se faire former sur une thématique donnée, en tout cas la thématique que l'on veut défendre quand même lorsqu'on se retrouve en politique. Mais ce n'est pas forcément le cas. Et tout ce combo-là, tout ce mélange de choses font que la femme n'est pas assez représentée en milieu politique. Ne pensez-vous pas qu'au-delà de toutes ces barrières-là, il y a aussi le manque de solidarité dans le rang des femmes? Parce qu'aujourd'hui, par exemple, nous avons une femme qui a eu à un moment donné comme ambition de briguer la magistrature suprême de notre pays. Et je veux parler de Maître Marie-Élise Bédot. Malgré que vous soyez plus nombreuses que les hommes, cette femme-là, cette dame-là n'a pas eu le soutien de toutes les femmes. Vous ne pensez pas que ce manque de solidarité-là aussi peut être à la base de cette absence de représentativité des femmes? Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour cette belle question. Je crois que je l'attendais un peu. Oui, Maître Marie-Élise Bédot s'est présentée à maintes reprises pour briguer
le siège de la présidence du Bénin, mais cela n'a pas été le cas, justement parce qu'il y a eu des couacs au niveau, malgré que, comme vous l'avez dit, les femmes sont plus nombreuses que les hommes. Je dirais, de mon point de vue personnel, que cela n'a pas été possible, pas parce que les femmes ne s'aiment pas. Je pense que la cause est un peu plus profonde et plus collective, dans le sens où, justement, dans le cas de Maître Marie-Élise Bédot, que je respecte énormément, la plupart du temps, on nous bassine le fait qu'elle ne soit pas mariée, qu'elle ne soit pas sous le toit d'un homme. On embrigade la valeur de la femme, justement, dans notre contexte africain. Le fait que tu ne sois pas marié ne te rend pas capable, ne te rend pas éligible à un poste supérieur. Donc, puisque les femmes, et nous n'oublions pas, dans les 52%, la plupart des femmes sont du milieu rural. Donc, lorsqu'on va dans le milieu rural, on constate que ces femmes-là, elles, on les a éduquées, comme je le disais tantôt, à être des mères et des épouses, et cela s'arrête là. Elles n'ont pas appris à avoir une vision. Donc, de voir qu'une femme a une vision, pour elles, cela semble impensable. Et puisque ces femmes-là ont une autorité suprême, que sont leur mari, c'est le mari généralement qui donne le temps du vote. Donc le mari dit, elle n'est pas mariée, elle n'est pas une femme ne peut pas diriger, et elle-même, on ne l'a pas appris à diriger. À part la cellule familiale qu'elle gère, on ne l'a pas appris à diriger. Donc pour elle, c'est impensable qu'une femme également puisse diriger. Donc ce sont tous ces facteurs-là de mettre ce mindset-là dans la tête des femmes qui font que malheureusement, Maître Marie-Élise Bédot n'a pas eu l'opportunité de pouvoir diriger ce beau pays qu'est le Bénin. Alors comment pensez-vous qu'on puisse encourager ces femmes-là à aimer la chose politique? Je dirais d'abord que c'est une question d'éducation. Et je pense qu'on va aborder en même temps la question de l'éducation. Si la fille, en grandissant, a quand même des repères, a quand même des connaissances, a quand même l'ouverture d'esprit, de la vision et de l'objectif, bien évidemment, lorsqu'elle verra sa sœur ou bien une femme comme elle arriver à un certain niveau, elle sait que c'est possible, donc elle suivra bien évidemment cette femme-là de un. Et elle-même, elle a la vision, elle peut quand même se fixer des objectifs, de savoir que à moi-même, je peux quand même diriger. J'ai le leadership en moi. Le leadership n'est pas seulement réservé aux garçons et à l'homme. Le leadership, c'est pour tout être humain. Du moment où j'ai la capacité de réfléchir, de penser et de proposer des solutions aux maux de la société, cela veut dire que je peux quand même l'idée et penser. Et la plupart du temps, c'est pour l'idée, on se retrouve en politique, on se retrouve dans ce monde-là quand même de prise de décision, puisque c'est là où tout se dit. Donc c'est d'abord l'éducation des femmes, que ce soit celles scolarisées, des filles à la base, que ce soit celles scolarisées, que ce soit celles non scolarisées. Alors comment pensez-vous donc qu'on peut augmenter le taux de scolarisation des filles? Je pense que c'est l'augmentation du taux de scolarisation des filles, je pense que c'est déjà un grand pas, on l'a déjà fait. Je dirais que c'est le métier des filles dans le système éducatif qui est la problématique aujourd'hui. Parce qu'on a eu un gouvernement qui a mis la gratuité de la scolarité aux filles. À un moment donné, toutes les filles à l'école, il y a eu des programmes, des organismes internationaux, même nationaux, pour que la fille puisse quand même avoir accès à une certaine éducation de qualité. Donc, je pense que ce n'est pas la quantité le problème, mais c'est d'abord la qualité et maintenant le maintien des filles à l'école. Et dans ce sens, je pense qu'il faut lutter d'abord contre les stéréotypes. Encore, je reviens dessus parce que je pense que c'est une cause profonde. Une fille qui va à l'école, mais qui n'a pas été, on va dire, brisée, au niveau des stéréotypes sociétaux, ne peut pas avoir la vision d'aller loin. Ça, c'est d'abord la première des choses. Mais lorsqu'elle a la vision, elle a l'encouragement de sa famille d'abord, de son père, de sa mère, de ses frères, de ses sœurs et du système éducatif, bien évidemment, elle ira le plus loin possible. Mais maintenant, on a encore les normes sociétaux qui disent une femme qui va trop à l'école, qui va mettre dans le foyer. Ce sont des débats sur les réseaux sociaux qui font que, justement, la fille se dit, bon, de toutes les manières, je suis amenée à me marier, à rester sur le coup. C'est une tradition littérale de la langue locale d'un homme.
Donc, si je vais un peu, c'est bon. Et on est dans une société où, bien évidemment, les politiques font que on veut que la femme aille loin. Mais l'homme est à ce niveau, mais jamais la femme ne doit être à ce niveau. Même si elle avance, même si elle a le niveau qu'il faut, il faut toujours qu'elle soit à un niveau plus bas que le garçon ou l'homme. C'est ce qui fait que justement le maintien des filles à l'école, c'est encore quelque chose de difficile. Quand on va parler d'harcèlement scolaire, de tout ce qui va d'harcèlement, c'est la femme qui est concernée en premier lieu. Bien évidemment, des hommes sont concernés, mais en termes de statistiques et de proportions, ce sont les femmes qui sont le plus touchées. Donc, une fille qui est harcelée, qui n'a pas accès à des moyens de dénonciation, elle va abandonner l'école. Une fille, heureusement, la nature a fait qu'elle puisse avoir ses règles. Mais il y a des localités encore aujourd'hui, il y a la précarité menstruelle. Une fille qui a ses règles, elle arrête automatiquement les cours parce qu'elle n'a pas la protection hygiénique adéquate qui lui permet de suivre les cours. Il y a les maladies gynécologiques et j'en passe. Donc je pense que le défi maintenant, c'est le maintien. C'est le maintien, je pense que, et c'est le moment d'appeler les organismes, les ONG, mais également au niveau gouvernemental, de penser à ces infrastructures-là, à ces politiques-là qui permettent aux filles, bien évidemment, les efforts ont été faits, mais de penser encore plus aux filles pour qu'elles puissent être maintenues encore dans le système scolaire. Alors, vous avez tout à l'heure abordé brièvement la question du mentorat. Quel est le rôle, d'accord, du mentorat dans le développement des compétences des femmes leaders de demain? Pour qu'une femme puisse aller aussi loin que possible, il faut qu'elle ait une certaine représentativité. Et je le disais tantôt, la femme qui ne sait pas qu'une autre femme peut aller à un certain niveau n'aura pas elle-même la vision. Donc, il y a plein de programmes de mentorat qui sont mis en place pour pouvoir permettre aux femmes de pouvoir bénéficier de l'expertise et de l'expérience des femmes qui les ont devancées. Donc, moi, en tant que fille, lorsque j'aspire à quand même atteindre un certain niveau et que je vois une femme comme moi du sexe féminin dans ce contexte patriarcal, quand même, qui a encore la peau dure, je vois cette femme-là qui arrive quand même à s'en sortir et qui me suit, qui me donne quand même des astuces, des conseils pour que je puisse quand même arriver à son niveau et voir même plus. Ça motive la fille, ça encourage la fille ou bien la femme même à pouvoir aller loin, à définir de nouveaux objectifs et quand même réaliser ces objectifs-là. Alors, nous allons rapidement revenir sur la question du droit à la santé sexuelle et reproductive. Je vais vous demander en quoi l'autonomie corporelle est-elle essentielle pour la santé et le bien-être des femmes. Okay. Merci, monsieur le journaliste. Notre contexte sociologique, et ça, je ne vais pas parler du contexte sociologique africain, je vais parler du contexte sociologique mondial. On a toujours considéré la femme comme un objet. Le système patriarcal a toujours considéré la femme comme un objet. Jusqu'à récemment, il y a des pays, même dans nos communautés, qui ne comprennent pas que même quand on est marié, on peut subir un viol. Et on peut dire dans notre langue locale, c'est ma femme, c'est mon mari. Bon, généralement, c'est ça, c'est ma femme. Donc, comment elle peut m'accuser de viol? Donc, voilà, si ça me plaît, je peux le faire. Elle n'a pas le droit de me le refuser. Et qu'on le veuille ou non, l'interprétation donnée malheureusement par nos religions exacerbe encore cette situation-là. Donc, la femme, longtemps, n'a pas eu l'opportunité de s'approprier son corps. Ça commence d'abord au bas âge. On dit sous prétexte de lui éviter d'être une fille frivole, on l'excise dans certaines communautés, on l'excise pour lui enlever tout plaisir, toute envie d'abord. Et ce n'est pas elle-même qui le décide, c'est la société qui décide ainsi. Lorsqu'elle se marie, elle tombe enceinte, même si la grossesse lui rend la vie impossible, elle met en danger son corps ou bien sa vie. On décide qu'elle le garde, peu importe ce qui va se passer. Même s'il y a les espacements ne sont pas respectés, elle fait des enfants chaque 9 mois, ce n'est pas le problème. Donc toutes ces choses-là ont fait que la femme a été chosifiée. Les cas d'abus sexuels, on a l'impression que les statistiques montrent qu'il y a
un viol toutes les 6 minutes. C'est pour montrer à quel point la société a tellement normalisé le fait que la femme ne peut pas s'appartenir. Or, lorsqu'on parle de s'appartenir, de s'approprier son corps, justement, cela permet à la femme quand même de se libérer des dictats de la société, comprendre que c'est d'abord son corps. Avant d'être le corps de toute autre personne, c'est d'abord son corps, c'est elle qui reçoit les douleurs, c'est elle qui reçoit les coups. Et dans ce sens, elle a le droit de pouvoir décider, d'avoir une certaine autonomie corporelle. Même dans le mariage où on dit c'est ton mari, tout est une affaire de négociation dans la vie, tout est une affaire de compréhension et de communication lorsqu'il s'agit notamment de couple. Donc, aller dire à l'homme, non, c'est ta femme, tu as le droit de faire ce que tu veux. Et ça passe par des abus sexuels, ça passe par des coups et des blessures, et cela, et j'en passe. Donc l'autonomie corporelle renvoie au fait de pouvoir permettre à la femme de redécouvrir son corps, de pouvoir se l'approprier, de savoir que c'est son corps en premier lieu, et lorsque c'est son corps, elle a le droit de pouvoir décider de dire ce qui lui convient ou non. Donc je pense que c'est même la base des droits des femmes, d'abord se réapproprier, que la société cesse de nous considérer, de considérer la femme d'abord comme un objet. Et voilà. Alors, quelles sont dans ce cas-là les différentes actions que vous pensez qu'on peut aujourd'hui entreprendre pour d'une part améliorer la compréhension des femmes en ce qui concerne l'autonomie corporelle et la participation des femmes à la politique d'autre part? Les actions que je préconise en ce sens-là, c'est d'abord la sensibilisation. C'est vrai, on le fait, mais c'est d'abord la sensibilisation et la vulgarisation. Si je dois revenir à la santé sexuelle et reproductive au Bénin en termes de la loi, c'est d'abord la vulgariser, parler de la loi dans le langage que peut comprendre les populations de 1. Et de 2, on va vulgariser la notion aussi de consentement. Parce que, si vous me permettez, je vais raconter une petite histoire. Ça, c'est arrivé à côté de chez moi il n'y a pas encore un mois. Il y a une maison en construction à côté de chez nous. La maison n'est pas encore finie, mais les maçons restent les soirs ou bien les week-ends dans la maison pour faire les travaux qu'ils n'ont pas eu l'opportunité de terminer, etc., etc. Donc, à un moment donné, on entend un cri. Un cri, et heureusement, oui, c'est heureusement, ma chambre porte sur la maison, l'intérieur de la maison. Donc, moi, je me réveille d'un profond sommeil, je vois qu'il y a un des maçons qui tirait violemment une fille. Quand on a crié, et puis bon, personne n'est sorti, malheureusement, on est encore dans ce genre de société, c'est seulement nous qui sommes sortis. Il ose dire, c'est sa femme. On pose la question à la fille, on voulait laisser passer parce qu'il y a des couples qui ont cette habitude, cette vilaine habitude de quand même se disputer violemment. Donc on a voulu quand même laisser le couple partir. Et la fille dit, ce n'est pas mon mari ni mon copain. On s'est rencontrés le mercredi, c'est-à-dire il y a 3 jours, selon les faits, il y a 3 jours. Et maintenant, il est venu, il m'a rien dit, il me tire de force, voulant faire ce que vous savez. Qu'est-ce qu'elle m'aimait aller chercher sur le chantier inachevé? Justement, cette question est venue plusieurs fois. Je pense que si la fille ne va pas à des rendez-vous, je pense que ce n'est pas à la fille de se protéger. Bien évidemment, il faut se protéger. Mais tout en rabâcher à la fille de se protéger, c'est un danger. Parce que si elle se protège, la plupart du temps, les statistiques montrent que les violeurs ou bien ceux qui abusent des filles sont des personnes qu'elles-mêmes connaissent. Donc le papa est concerné, le frère est concerné, le cousin est concerné. Donc ce n'est pas une question de qu'est-ce que tu es allé chercher là-bas de prime abord. Qu'est-ce que le garçon a pensé? Est-ce qu'il a négocié? Est-ce qu'il a parlé? Est-ce que de prime abord, en invitant la fille à un rendez-vous lambda, est-ce qu'il a parlé à la fille? Est-ce que je veux vraiment faire tout là? Et même sur le terrain, si elle avait accepté que, bon, peut-être elle a pris peur. Il y a toute une manière, tout un procédé humain que je juge humain nécessaire pour pouvoir quand même rassurer la fille qu'on veut faire du sérieux, que voilà. Donc, malheureusement, le problème est allé loin. Moi, je tenais réellement que le problème aille loin. Donc, les forces de défense et de sécurité sont venues. On est allé au tribunal et tout. Arrivé à un moment donné, elle a pris peur. Donc, elle a retiré sa plainte et il a été libéré au bout de 2 semaines. En fait, c'est pour dire quoi? Toute cette histoire pour dire quoi? Il faut apprendre
bien évidemment aux personnes scolarisées, mais aux personnes non scolarisées également, la notion de consentement, que ce soit chez la femme, que ce soit chez l'homme aussi. Apprendre également que le corps s'appartient à soi-même. Lorsque vous voulez aller dans ce sens-là, il faudra quand même passer par un processus que moi j'appelle un processus humain de négociation pour pouvoir atteindre ses objectifs. On ne peut pas passer par la violence pour obtenir des faveurs sexuelles. Donc, en termes d'autonomie corporelle, c'est d'abord de sensibiliser et de vulgariser cette notion-là aux personnes non scolarisées. Parce que moi, justement, ce genre de personnes n'ont pas encore reçu, selon moi, des tips ou bien des astuces nécessaires pour pouvoir quand même respecter. Jusqu'à ce que la police ne vienne, il n'a pas compris qu'il avait fait quelque chose de mal. Qu'il était en train de tenter, pour lui, c'était pas un viol, c'était tout normal qu'une femme puisse accepter quand il dit « je veux des faveurs sexuelles ». Pour lui, c'était tout normal. Jusqu'à ce qu'on arrive au commissariat et qu'il voit la cellule en face de lui dire « ah, on veut m'enfermer ». Donc, au fond même, ce n'est pas quelqu'un de foncièrement méchant selon moi. C'est parce qu'il n'a pas eu l'information, la vraie information. On ne lui a pas appris selon des procédés, on va dire, formels, que ceci peut amener à cela, que cela est dangereux d'abord pour lui-même et pour la fille. Donc, je pense que c'est d'abord une vulgarisation au niveau des personnes scolarisées et non scolarisées. La participation politique des femmes. Au niveau de la participation politique des femmes, je pense que cela se situe à deux niveaux. Au niveau familial et au niveau même de la politique même. Au niveau familial, dans le sens où... Au niveau de la politique, les efforts ont été largement déjà faits. Au niveau de la politique, je vais aborder un point de vue plutôt intrinsèque. Parce qu'en termes de politique, de loi, tout a été déjà fait. Enfin, tout. C'est relatif, mais pour moi, il y a quand même de grands efforts qui ont été déjà fournis à ce niveau-là. Au niveau de la politique même, je parle de l'environnement. Lorsqu'une femme entre en politique et qu'elle a quand même la formation, elle a les compétences de quand même conduire ce groupe de personnes à ce qu'il y ait une société juste et équitable, quelles sont les politiques, c'est-à-dire psychologiques, en tant que personne humaine, qu'est-ce que nous mettons en place pour laisser la place à cette femme-là de pouvoir prouver ce qu'elle vaut? Est-ce que vous n'attendez pas trop de nos autorités? Je ne pense pas qu'on attend peu parce qu'il y a un auteur qui dira « Soyez acteur du changement que vous voulez ». Donc, lorsque vous venez en politique et que vous voulez réellement un changement, un changement social de comportement en tant qu'être humain, et que vous voyez que une autre personne partage la même vision que vous, pourquoi lui mettre les bâtons dans les roues à ce niveau-là? C'est vrai que c'est difficile, on est des êtres humains, donc il y a du bon et du mauvais en nous. Mais ça rapporte au côté humain, je rappelle toujours, on est en politique, c'est vrai. Mais est-ce qu'il faut nécessairement se faire des coups bas pour pouvoir atteindre ses objectifs? Moi, c'est la question que je me pose. Et personnellement, le milieu de la politique, ce n'est pas un milieu qui me plaît énormément. Et ça, c'est intrinsèque à moi. Mais il y a des personnes qui ont quand même de la vision, qui ont quand même l'envie de changer des choses, hommes comme femmes. Mais lorsqu'on rentre dedans, et surtout pour les femmes, c'est quand même difficile, pour elles de se faire une place. Donc, quand je parle de politique, c'est à l'interne. En tant que personne actrice de la politique, qu'est-ce qu'on fait pour donner la place à ceux qui sont dans le frais, à ceux qui ont envie de changer les choses? Et maintenant, lorsque je vais parler du milieu familial, je vais parler surtout au niveau du côté marital, du côté conjugal. Avoir le soutien de son mari lorsqu'on est une femme en politique, c'est la plus grande bénédiction qui puisse exister. Parce que puisque lui vous soutient, vous avez l'ambition, vous avez l'envie d'aller loin. Mais quand vous avez un mari qui a peur que vous le surpassiez en termes d'autorité, ou bien qui sent que son ego est touché, ah, les enfants sont là, hein, on ne les a pas lavés, il y a plein de discours qui font que, bon, ça stoppe encore les élans. Donc, quand même dans le milieu conjugal, conseillez, soyez justement le mentor de votre femme, ou bien de votre fille même qui commence fraîchement peut-être la politique. Donc, soyez cet accompagnateur qui la guide au-delà de tout. Voilà. Alors, votre mot de fin, puisque nous sommes en train d'aller pas à pas vers la fin de cette émission, votre mot de fin, s'il vous plaît. Mon mot de fin, c'est
D'abord de dire qu'on est des humains, on est des personnes créées à l'image qu'on croit au nom du divin. Donc l'important, c'est réellement de pousser cet humanisme-là en nous. Parce qu'on dit tous les hommes naissent en termes de droits égaux, sans distinction de race, d'ethnie et tout ce qui va avec. Lorsqu'on a l'opportunité de se considérer, de considérer notre vis-à-vis en tant qu'humain d'abord, je pense que c'est déjà un pas vers un monde plus juste et plus équitable. Donc soyons humains, soyons respectueux des droits des uns et des autres et de savoir que ce combat-là, ce n'est pas un combat dirigé contre des hommes, mais c'est dirigé contre un système qui ne nous arrange pas, qu'on soit homme et qu'on soit femme. Je vous remercie. Merci pour vos éléments de réponse et surtout pour le temps consacré. Nous sommes donc à la fin de cette émission. Il est clair que garantir les droits des femmes et des filles est une étape essentielle pour bâtir une société équitable et prospère. Comme l'a souligné notre invité, Noumonkwesou Deogracias, présidente de YID ONG, l'éducation, la participation politique et la protection des droits sexuels et reproductifs sont des piliers indispensables pour l'autonomisation des femmes. Cependant, le chemin vers l'égalité nécessite l'engagement de tous, y compris des gouvernants. Ensemble, nous devons continuer donc à briser les barrières et promouvoir une culture de respect et de justice pour assurer un avenir où chaque femme se sent libre et épanouie. Merci de nous avoir suivis. Nous n'allons pas clôturer, je vais dire, cette émission sans adresser notre remerciement au réseau des femmes leaders pour le développement, une organisation de plus de 500 membres engagés qui travaillent au quotidien pour la cause des femmes et des filles. C'est grâce donc au soutien du RFLD que cette émission a été effective. Merci à la présidente de l'ONG RFLD pour son soutien et merci à vous également, chers internautes, qui n'ont ménagé aucun effort pour nous suivre. CIB+, c'est le canal le plus sûr pour être informé et sensibilisé. Merci à vous de nous avoir suivis. C'était Pancras Kanda pour la présentation. Ciao, ciao.